Bonjour et bienvenue, explorateurs du futur, dans un épisode extraordinaire aujourd'hui. C'est Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Je suis votre hôte aujourd'hui, Sajid. Nous plongeons dans le corps palpitant du changement avec un leader visionnaire, Cédric Turini, directeur du développement coopératif et sociétal de la Fédération nationale des caisses d'épargne, en charge du développement des activités coopératives et de la RSE et de la communication. Cédric Turini contribue au rôle pionnier des caisses d'épargne en faveur des transitions. Attachez vos ceintures, car nous allons naviguer à travers les rivières de la RSE, de la responsabilité sociale, explorer les sommets des initiatives coopératives et dévoiler le pouvoir de la communication dans la jungle du développement durable. Préparez-vous à être inspiré, à repousser les limites de la pensée et à sculpter le futur avec nous. Vous êtes sur le point de découvrir les compétences du futur, celles qui feront la différence, celles qui façonneront un monde durable. Bienvenue dans Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Bienvenue, Monsieur Turini. Bonjour Sajid. Bonjour. Alors, je vais entrer directement dans le sujet et commencer par notre première question. C'est pour quelles raisons ou bien de quelle manière les entreprises peuvent-elles trouver un avantage à assimiler la responsabilité sociale au cœur de leur culture? Alors, il y a plein de bonnes raisons pour les entreprises de faire de la RSE, comme on dit. Euh, J'en vois au moins six. Premièrement, elles ont rien à perdre à le faire. Voilà, je pense que c'est toujours un avantage quoi qu'il Ouais, arrive. Euh, Première raison, c'est ne serait-ce que reconnaître le fait que chaque entreprise joue, malgré elle, quoi qu'il arrive, un rôle sociétal. Les entreprises, elles font partie de la société. ouais, Donc, partant de là, elles ne peuvent pas ignorer la société dans laquelle elles développent leurs activités. Donc, je dirais que ça, c'est la première raison, hein. Il faut ouais, c'est vrai. partir de ces relations avec le monde social et l'environnement. On peut aussi, deuxième raison, trouver un avantage économique à pratiquer la RSE, hein. C'est le cas notamment sur tout ce qui concerne la réduction de la consommation d'énergie, par exemple, qui va permettre de réduire les charges d'exploitation de l'entreprise et donc d'améliorer sa rentabilité économique. C'est souvent une bonne raison hein, d'engager notamment des logiques de plan carbone, des choses comme ça. Ça peut être aussi un moyen pour certaines entreprises parfois de trouver des nouvelles opportunités de marché. On le voit sur certains secteurs d'activité. Il y a une appétence parfois des consommateurs sur certains sujets de transition qui font qu'on va pouvoir développer une nouvelle offre qui va permettre de développer l'activité, hein. Par exemple, le bio s'est beaucoup développé ces dernières années en France. Il n'existait pas encore il y a 20 ans, on va dire, dans les grandes surfaces ou les magasins spécialisés. Ça peut être aussi de plus en plus un levier financier pour les entreprises parce que les investisseurs sont de plus en plus intéressés et challenge de plus en plus fortement les entreprises qui souhaitent se refinancer, notamment sur les marchés, sur des critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc, ça peut être un moyen aujourd'hui d'attirer des investisseurs pour développer ces projets. Mhm. Et puis, je terminerai en disant que ça peut être à la fois un facteur pour les ressources humaines, un facteur d'attractivité et de renforcement de l'engagement des collaborateurs. On le sait notamment chez les jeunes, une partie des jeunes sont plus appétents que la moyenne, on va dire, à travailler dans des entreprises qui donnent du sens à leur activité, qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et puis, enfin, évidemment, c'est un argument récurrent, on va dire, hein, c'est le sujet de l'image et de la visibilité. Voilà, ça peut permettre effectivement d'améliorer son image de marque, de renforcer sa marque. Donc voilà autant de bonnes raisons, disons, de pratiquer la RSE. Alors, dans votre question, il y avait deux sujets. Il y avait le pourquoi faire plus de RSE finalement, l'ancrer dans la culture de l'entreprise et comment, hein, c'est ça, il s'agit de comment pouvoir l'ancrer dans la culture de l'entreprise. Alors sur le comment,
Je dirais que ça part déjà, premier point très important, parce que c'est difficile s'il n'y a pas ça, c'est que la vision stratégique de l'entreprise doit embarquer la RSE. C'est-à-dire que vous devez idéalement avoir un plan stratégique dans lequel on s'est questionné sur la dimension sociale et environnementale des activités de l'entreprise. Voire même, c'est le cas pour nous en caisse d'épargne et au sein du groupe BPCE, voire même avoir un axe identifié de manière claire dans votre projet stratégique sur un sujet de RSE. C'est le cas pour nous avec le climat. Dans nos trois grandes priorités stratégiques à l'échelle du groupe BPCE, vous avez une priorité très claire sur la transition environnementale et le climat notamment. Donc ça part de là, c'est la vision stratégique. Il faut déjà que ça démarre avec une vision stratégique. Et puis ensuite, il faut se doter évidemment d'un plan d'action, hein, c'est naturel. Il faut qu'il y ait une feuille de route, on va dire, en matière de RSE au sein de l'entreprise. Ce qui ne se voit pas, ce qui ne se pilote pas, a du mal à produire des résultats. Donc il faut qu'à un moment donné, l'entreprise se challenge par rapport à une feuille de route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation pour un certain nombre d'entreprises, et notamment ce qu'on appelle la CSRD, oblige de plus en plus des entreprises de plus en plus petites à produire des données en matière de RSE, des données qu'on appelle extra-financières, et donc à rendre des comptes et être de plus en plus transparente sur ces sujets. Donc il faut derrière avoir des plans d'action associés pour essayer d'améliorer sa performance extra-financière. Mais je dirais que ça fonctionne bien si en plus ce sujet est bien incarné par la direction de l'entreprise. Voilà. Il faut que la direction de l'entreprise s'approprie ce sujet et accepte de temps en temps, dans son comité de direction, dans son comité exécutif, on l'appellera comme on veut, dans son directoire, qu'elle accepte de faire une place à ces sujets pour s'assurer que la feuille de route est correctement pilotée et qu'elle produit des résultats. Et puis ensuite, il faut que tout ça, évidemment, soit coordonné parce qu'on est sur des activités qui sont très transversales au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez à la fois, ça va impacter à la fois le développement commercial, ça peut impacter les ressources humaines, ça peut impacter la direction des achats, ça peut impacter plein de directions et d'activités de l'entreprise. Et donc, il faut avoir une ou plusieurs personnes au sein de l'entreprise, donc c'est la mission, quelque part, d'assurer la coordination des activités et des objectifs qui sont ceux de la feuille de route RSE de l'entreprise. Donc ça, c'est nécessaire. On s'est parfois posé la question, hein, et certaines entreprises se la posent, faut-il quelqu'un qui soit en charge de la RSE dans mon entreprise ? Moi, ma réponse, c'est oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné dont ce soit la responsabilité de piloter et de porter ces sujets et d'assurer ce travail de coordination qui a du mal à se faire de manière spontanée. Et puis, dernier volet, il faut former et sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise, ou à minima, il faut leur faire connaître ce que fait l'entreprise en matière de RSE. Ça permet d'atteindre l'objectif d'engagement, de meilleur engagement et d'attractivité de la marque employeur. Mais ça permet aussi d'embarquer tout le monde, parce qu'à un moment donné, évidemment, si vous dites à vos clients, on va vous aider à réduire votre consommation d'énergie, c'est bien que dans l'entreprise, on se fixe aussi l'objectif de réduire sa propre consommation d'énergie. Et pour ce faire, ça passe aussi par des comportements individuels dans l'entreprise. Donc il faut que les gens se sentent concernés et embarqués dans ces plans d'action en matière de RSE. Ouais. Alors, merci en fait pour cette réponse détaillée. Vous avez parlé aussi des jeunes, vous avez parlé des coopératives, de la transformation et un peu aussi de la feuille de route et de la stratégie, comment l'entreprise doit envisager en fait l'application stratégique de la RSE et comment ça doit être en fait en même temps transparent et en même temps en fait effectif pour l'entreprise et pour l'impact positif. Et on va discuter en fait sur ce podcast tous ces sujets en fait. Mais après, j'aimerais bien savoir, après qu'on a discuté en fait la feuille de route et comment ça peut être sur le human-centric approach, c'est-à-dire centré sur l'humain. Après, quels seront les grands enjeux ou bien les grandes transformations de la RSE aujourd'hui auxquelles sont confrontées les entreprises en fait? Alors, il y en a beaucoup, hein. Ça serait difficile de les résumer. Ouais, Alors,
pour avoir une idée du panel des enjeux que recouvre la RSE, on peut se fier par exemple à une norme comme celle de l'ISO 26000. Ouais. Donc ça permet par exemple, quand vous allez sur l'ISO 26000, vous avez 7 domaines d'action en matière de RSE, et donc vous avez une vision 360 de tous les sujets et de toutes les questions qu'il est pertinent de se poser quand on veut faire de la RSE dans son entreprise. Donc moi, je ne vais pas pouvoir résumer tous ces enjeux. Ouais, c'est ça. Je vais résumer les principaux enjeux. Pour moi, aujourd'hui, il y en a 3 grands, on va dire, dans une majorité de grandes entreprises. Après, il y en a qui sont spécifiques à certains secteurs d'activité, et il y en a même qui sont parfois spécifiques à certains territoires géographiques. Quand vous êtes une PME implantée en Bourgogne, vous pouvez avoir des enjeux liés à votre activité. Je ne sais pas, si vous fabriquez, par exemple, vous fabriquez du vin, vous produisez du vin, vous avez des enjeux liés au secteur de la viticulture qui sont spécifiques et qui ne sont pas les mêmes que si vous produisiez des voitures. Et le fait que vous soyez en Bourgogne sur un territoire donné, il y a peut-être des enjeux spécifiques à ce moment-là sur ce territoire, par exemple un enjeu lié à l'eau, pourquoi pas, que vous n'allez pas forcément avoir sur un autre territoire. Voilà. Ouais. Donc moi, je ne rentre pas dans ce niveau de détail, mais je résumerai pour moi 3 grands enjeux aujourd'hui. Il y a le sujet, en gros, il y a les sujets environnementaux et il y a les sujets sociaux, on va dire. Sur la dimension environnementale, il y a le grand sujet, évidemment, c'est la question du climat. Et ça, c'est un sujet qui est très, très présent, notamment dans le secteur bancaire et financier, puisqu'on attend beaucoup, les pouvoirs publics, les citoyens attendent beaucoup du secteur bancaire et financier sur la transition climatique, sur comment on décarbone finalement l'économie. Donc ça, il y a un gros sujet climat aujourd'hui, et donc ça rejoint tout ce que vous allez pouvoir faire, notamment en matière de bilan carbone dans votre entreprise. Comment vous allez décarboner votre activité, mais comment vous allez aussi essayer de décarboner l'activité indirecte de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité liée à ses fournisseurs, par exemple, ou à ses clients. Vous voyez, donc ça va loin. Après, on peut aller sur où est-ce que j'achète mes produits, est-ce qu'ils viennent de l'autre bout du monde ou pas, comment mes clients se rendent dans mon magasin, par exemple, en voiture, en transport, etc. Donc ça, je dirais, le sujet climat très important. L'autre sujet environnemental qui accélère, on va dire, qui était assez peu présent dans le débat et dans les travaux il y a encore 10 ans, mais qui accélère et qui devient vraiment de plus en plus important, c'est le sujet de la biodiversité. Voilà, parce que quand vous prenez les 7 limites planétaires, vous apercevez qu'on a enfoncé assez significativement celle sur le climat et qu'on enfonce assez significativement celle sur la biodiversité. Et donc ça, je dirais que c'est les 2 sujets vraiment un peu clés en matière d'environnement qu'on retrouve dans une majorité d'entreprises. Ensuite, sur le volet social, vous avez tout un champ d'action autour de l'inclusion. Et l'inclusion dans les entreprises, elle peut prendre pas mal de formes différentes. On peut parler de l'inclusion vis-à-vis des collaborateurs. Est-ce que je recrute inclusif ? Est-ce que je fais une place dans mon entreprise à des personnes qui peuvent être confrontées à un handicap ? Est-ce que je recrute des profils suffisamment diversifiés dans mon entreprise ? Mais ça peut être aussi l'inclusion vis-à-vis de vos partenaires, de vos fournisseurs, par exemple, mais aussi vis-à-vis de vos clients. Est-ce que je veille à ce que mes offres de produits et services, elles soient suffisamment accessibles pour un nombre suffisamment grand de personnes et que je ne sois pas trop exclusif, finalement, dans ma manière de distribuer mes offres et que j'oublie, ou même que parfois je le fasse au détriment des intérêts d'une partie de la population. Donc, voilà, si je devais résumer, je dirais climat, biodiversité, inclusion. Ouais. Alors, en fait, quand on pensait au début au sujet des RSE et tout, on dit que c'est juste une responsabilité sociale et c'est juste un simple sujet. Mais après, quand vous avez expliqué en fait l'ISO 26000, et d'ailleurs, j'explique pour nos auditeurs et tout, ils peuvent trouver toutes ces informations en ligne juste en cherchant ISO 26000 et ils trouvent en fait tous les critères de recherche sur les sujets de RSE. Alors ça, c'est un bon point. Et aussi le point, pour résumer, qu'une RSE, c'est pas qu'une simple responsabilité, mais c'est une responsabilité au niveau du climat, de biodiversité, d'inclusion et d'autres sujets, bien sûr. Mais après,
Vous avez parlé aussi du vin et je connais plusieurs coopératives qui font la production du vin et tout, mais je veux bien savoir comment ces coopératives en fait se distinguent, pas seulement du vin, mais toutes les coopératives, comment se distinguent des autres entreprises sur ce sujet en fait. Est-ce qu'ils sont plus pertinents ou pas? Bah, ouais, on veut bien rebondir sur ce sujet en fait. Voilà, vous me posez la question parce que Ouais. les caisses d'épargne sont des entreprises coopératives. Mhm. Euh, les entreprises coopératives ont un modèle de gouvernance différent des entreprises qu'on va appeler capitalistes. D'accord? Si on devait schématiser le Ouais. monde des entreprises en France, vous avez en gros 9 entreprises sur 10 qu'on va appeler capitalistes, c'est-à-dire dont le capital est détenu par une personne, bien souvent, hein, c'est le cas de la plupart des TPE et des PME. Vous avez un propriétaire d'entreprise qui souvent est le dirigeant de l'entreprise, Mhm. ou des entreprises, souvent de plus grande taille, qui ont plusieurs propriétaires, hein, ça peut être des associés, qui sont associés pour la détention du Ouais. capital de l'entreprise, ou pour des entreprises plus dynamiques ou qui ont besoin de plus de capital, qui sont allés chercher des fonds sur les marchés financiers auprès d'investisseurs et donc d'actionnaires. Euh, à l'inverse, ou à la différence, vous avez en gros une entreprise sur 10 qui est coopérative euh, et dont le capital est détenu par les clients. C'est la grosse différence en fait entre une entreprise capitaliste et une entreprise coopérative. Une entreprise coopérative, sa raison d'être à l'origine, c'est d'avoir été construite pour répondre aux besoins d'un groupe d'individus. Voilà. Donc vous avez au départ des agriculteurs qui ont besoin, par exemple, d'acheter des intrants, des produits pour leur production, des graines, hein, par exemple, des semences. Et ben, plutôt que chacun achète de son côté, et ben, ils vont se mettre en commun à un moment donné, ils vont coopérer et ils vont construire une coopérative. Et ça sera, par exemple, une coopérative céréalière, voilà, qui va permettre à la fois d'acheter du grain à semer et à la fois qui va permettre de gérer ensuite la vente, l'écoulement de la production de ces agriculteurs. Voilà. Vous parliez de coopératives agricoles. On voit beaucoup de coopératives dans le monde agricole parce que les agriculteurs qui étaient disséminés ont senti le besoin à un moment donné de se regrouper et de mettre en commun des moyens pour, dans l'intérêt de leur exploitation. Ben, c'est pareil pour la banque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des clients qui se réunissent, que ce soit pour le crédit mutuel, par exemple, que ce soit des artisans, des commerçants, ou que ce soit des agriculteurs pour le crédit agricole, et donc aussi pour les caisses d'épargne, des gens qui se réunissent à un moment donné et qui décident de construire une banque coopérative. Et donc la grosse différence, enfin, la différence principale, je dirais, entre une banque coopérative et une banque capitaliste, et pourquoi la banque coopérative et l'entreprise coopérative, quelque part, elle est mieux adaptée aux enjeux de transformation de la société et aux enjeux de développement durable, c'est parce que quand votre propriété, votre capital, il est détenu par vos clients, je dirais que vous avez le temps long pour vous. Ouais. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assujetti à une pression constante des marchés pour délivrer chaque trimestre un maximum de rentabilité. Vous voyez, c'est pas que vous ne cherchez pas la rentabilité, vous cherchez aussi la performance économique, mais vous la balancez, vous l'équilibrez davantage que d'autres entreprises à qui on demande d'avoir exclusivement ou principalement et prioritairement de la rentabilité financière. C'est-à-dire que vous travaillez dans l'intérêt de vos clients, et l'intérêt de votre client, évidemment, c'est de lui reverser un bel intérêt à ses parts sociales. On parle de parts sociales et pas d'actions. Ouais. Mais l'intérêt du client, qui habite aussi sur le territoire d'implantation de l'entreprise, bah, c'est que vous participiez aussi du développement de son territoire. Vous voyez, parce que si vous menacez de couper toutes les forêts sur son territoire et de rendre sa région invivable, bah, ça ne va pas aller. À un moment donné, votre sociétaire il va dire non, non, limite aux objectifs financiers. Donc l'avantage d'une entreprise coopérative, c'est qu'elle a le temps long pour elle, et donc il faut travailler dans le temps long quand on travaille sur les sujets de transformation durable. Elle agit dans l'intérêt de ses parties prenantes, et ces parties prenantes, c'est-à-dire notamment ses clients, sont
sont les patrons, quelque part, de l'entreprise, puisque c'est eux, par exemple, en caisse d'épargne, qui sont, pour certains sociétaires, qui deviennent administrateurs, et qui sont, pour certains administrateurs, qui vont siéger au conseil d'orientation et de surveillance. Donc, c'est très vertueux, quelque part, que le client puisse, quelque part, jouer un rôle actif dans la gouvernance de l'entreprise. Voilà. Et puis, je terminerai par un point important, c'est que dans une entreprise coopérative, à la différence d'une entreprise qui est, par exemple, cotée en bourse, c'est le principe un homme, une voix. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de parts sociales, le volume de capital que vous possédez dans une entreprise coopérative, vous avez toujours une seule voix au moment de l'Assemblée générale. Et chaque sociétaire a une voix, à la différence des entreprises capitalistes, où vous avez un nombre de voix qui est proportionnel au montant de capital que vous possédez. Et donc ça crée une forme de démocratie. En fait, tout le monde est au même niveau d'égalité, a le même pouvoir d'influence, et donc ça génère un fonctionnement plus démocratique, et donc qui permet aussi de faire émerger des préoccupations, on va dire, sociétales, qu'on ne voit pas forcément émerger dans une entreprise dont le capital, par exemple, c'est une entreprise française dont le capital serait détenu majoritairement, par exemple, par des actionnaires chinois ou américains. Vous voyez. Ouais. Et effectivement, et en fait, pour passer aussi, pour passer aussi en fait à nos prochaines questions, comment la com de l'entreprise peut avoir en fait un impact positif sur le développement durable? Alors, la communication spécifiquement, Ouais, ça, c'est spécifiquement. un grand sujet, parce que vous savez que la communication en matière de RSE, c'est souvent une activité d'entreprise qui a tendance à être attaquée. On parle de greenwashing, on parle de social washing. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu une préoccupation particulière en matière de communication sur ces sujets, parce que certaines entreprises ont pu instrumentaliser la communication pour délivrer des messages qui n'étaient pas cohérents et qui n'étaient pas fidèles à l'activité de l'entreprise et à l'impact de ses produits et services sur la société et l'environnement. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de communication responsable. Et quand on parle de communication responsable, en fait, on parle de trois choses. Il faut que la communication, elle soit vraie, authentique, c'est-à-dire que vous ne communiquez que sur les choses que vous faites réellement et des choses vraies, pas des choses approximatives. La deuxième dimension de la communication responsable, c'est qu'il faut que ce soit une communication qui soit respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire que votre communication elle-même n'ait pas trop d'impact négatif sur l'environnement, donc que vous ne soyez pas dans la distribution, je ne sais pas, de tout un tas de produits qui vont être jetés dans la minute, ou que vous ne reproduisiez pas des campagnes digitales trop fréquentes, parce que ça a aussi une empreinte carbone et environnementale. Et puis, dernier sujet, dernière dimension, il faut qu'elle soit inclusive aussi, cette communication, c'est-à-dire qu'il faut que votre communication soit aussi à l'image de la société et qu'elle ne soit pas stigmatisante pour certaines populations. Voilà. Donc, il faut s'assurer qu'on est représentatif quelque part de la diversité de la société. Alors, est-ce que la communication ensuite peut jouer un rôle actif en matière de transformation durable? Est-ce qu'elle peut avoir un impact positif sur la société et l'environnement? Oui, parce que la communication, elle véhicule des images et donc elle véhicule des représentations sociales. Et donc, c'est vrai que l'entreprise peut jouer sur ces représentations sociales et elle peut s'attaquer notamment à un certain nombre de stéréotypes. Je vous donne un exemple. On a diffusé il y a quelques années de ça une campagne de publicité, une pub, sur un sujet qui mettait en valeur Margot. Margot, c'était le personnage principal de cette publicité. Et Margot était une entrepreneure, en tout cas une femme qui avait décidé de créer son entreprise. Et en fait, on a confronté dans cette publicité, on a confronté Margot à plein de stéréotypes auxquels sont elles-mêmes confrontées les femmes qui ont le projet de créer une entreprise. Vous voyez, elle croise par exemple son oncle qui lui dit « Non, mais Margot, t'as pas autre chose à faire que de créer une entreprise. » Sous-entendu, c'est peut-être pas ce qui est le mieux adapté pour une femme. Vous voyez. Un autre ou une autre qu'elle croise qui lui dit « Non, mais t'as pas peur de faire courir un risque financier à ta famille. » Voilà, des choses qui font culpabiliser, par exemple. Pas dit méchamment, mais ça fait culpabiliser.
Et ça peut décourager des femmes de créer et d'entreprendre. Voilà. Et donc, nous, on s'est servi de cette publicité pour mettre en valeur une offre de la Caisse d'épargne, d'une part, à destination des entrepreneurs, mais aussi pour jouer sur un certain nombre de clichés et sensibiliser le grand public, finalement, aux difficultés que peut rencontrer une femme qui a le projet de créer son entreprise. Et on l'a fait parce que, dans notre politique de responsabilité sociale, on a tout un axe, tout un volet sur comment aider les femmes à créer une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de femmes qui créent leur entreprise en France par rapport aux hommes. Donc voilà, c'était cohérent entre communication, message et stratégie de responsabilité sociale. Ouais. Et alors, je reviens vers le point des jeunes et comment les jeunes, étudiants ou autres en général, peuvent-ils contribuer à cette transformation et à ces enjeux en fait? Comment ils peuvent être un acteur actif au plein de cette transformation? Alors déjà, je dirais première chose, il faut éviter le défaitisme Ouais, qui s'empare d'une partie de la jeunesse, je pense. Voilà. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes dans une entreprise, il faut déjà accepter le fait que vous n'allez pas sauver le climat à vous tout seul. Et votre bien sûr. entreprise ne suffira pas, entre guillemets, à sauver le climat. Donc, vous êtes une brique de l'équation, vous êtes un acteur dans un tout plus global, et il faut accepter à un moment donné que ce sont des sujets qui prennent du temps. On ne règle pas la question climatique en 3 ans. Ça nécessite des investissements extrêmement lourds et des transformations extrêmement profondes dans les modèles d'activité de l'entreprise, donc ça ne peut pas se faire sur un temps court. Donc, il faut accepter que tout ça va prendre du temps. Et malgré tout, il faut rester combatif parce que votre action, quand bien même elle ne résout pas l'équation complète, elle participe de la résolution de l'équation. Et donc, c'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc, je dirais qu'il Ouais, faut être à la fois optimiste, pas défaitiste, mais en même temps, il faut être réaliste. Et donc, ça, c'est pas toujours évident quand on est jeune parce qu'on aimerait que les choses se fassent vite, on aimerait qu'elles se fassent fort et on ne comprend pas pourquoi ça met autant de temps et c'est aussi difficile. Voilà, il faut accepter cette réalité, mais il ne faut pas se décourager pour autant. Ensuite, je dirais qu'il faut s'informer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur ces sujets, en fait. Et parfois, au détour de bonnes intentions, on croit imaginer ou faire des bonnes choses, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de bien comprendre sur le fond de ces sujets, parce qu'il y a des incidences dans plein de dimensions et d'activités de l'entreprise qu'on ne maîtrise pas à première vue. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter, de comprendre ces sujets et de ne pas juste répéter ce qu'on nous a dit, en gros, ou ce qui nous paraît le plus logique de prime abord. Et ouais, puis, ensuite, je dirais, il ne faut pas hésiter à questionner l'entreprise. Donc, pour un jeune qui n'aurait pas encore choisi une entreprise, qui se destine à rentrer dans une entreprise, je dirais que c'est bien de ne pas aller tout de suite se spécialiser sur des sujets purs RSE. Voilà. Je pense qu'il est préférable d'avoir un métier plus classique, on va dire, c'est-à-dire d'avoir une spécialisation financière, d'avoir une spécialisation marketing, une spécialisation com, peu importe, mais RH, donc d'avoir un métier, on va dire, plus classique de l'entreprise, parce que ça va nous ouvrir plus de portes, il faut se le dire, hein, en termes d'opportunités d'emploi. Mais ouais, par contre, ce qui est bien, c'est de venir rajouter une dimension responsabilité sociale sur sa formation. C'est de se dire, bah voilà, j'ai fait de la finance, maintenant, comment je pourrais faire de la finance plus responsable? J'ai fait des RH, comment je pourrais faire les RH plus responsables? Et donc, une fois que vous avez ce bagage métier plus cette spécialisation RSE, bah, vous allez naturellement essayer de sélectionner des entreprises qui correspondent, j'imagine, le plus à vos attentes en matière de responsabilité sociale. Et quand vous avez intégré l'entreprise, je crois qu'il y a un élément qui est important, parce que ça fait bouger les entreprises de l'intérieur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à questionner l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à questionner son manager, il ne faut pas hésiter à questionner un dirigeant quand vous le croisez, en disant, ben voilà, moi aujourd'hui je m'intéresse beaucoup à ce qu'on fait en matière de RSE. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Quels sont nos résultats? Quelle est notre feuille de route, notre plan d'action, notre stratégie? Donc c'est aussi en posant des questions au sein de l'entreprise qu'on fait avancer aussi ces sujets et qu'on permet aussi aux dirigeants et aux dirigeantes de l'entreprise de se questionner eux-mêmes en fait. Voilà. Donc je dirais, prenez le temps de bien vous former sur un métier, on va dire, plus traditionnel,
Ouais, Ajoutez une couche de RSE là-dessus, choisissez l'entreprise qui vous semble le plus compatible par rapport à vos valeurs, et puis une fois que vous avez intégré l'entreprise, n'hésitez pas à la questionner sur ses pratiques, quoi. exactement. Alors, je veux pas que ce podcast mette à sa fin, mais voilà, cher auditeur, c'est le moment de conclure ce passionnant voyage à travers Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Un immense merci à Cédric pour avoir partagé son expérience éclairée. Rappelez-vous, notre monde évolue et avec chaque conversation, en fait, comme celle-ci, nous façonnons un avenir plus brillant et plus durable. Et alors, embarquez avec nous dans cette aventure continue, explorer de nouveaux horizons et développer ces compétences du futur qui forgeront le chemin vers l'excellence durable. Restez inspirés, restez curieux et surtout, restez engagés. C'est Sajid, votre hôte créatif d'aujourd'hui. Vous disons au revoir jusqu'à notre prochaine exploration sur Future Skills. Votre avenir soit aussi lumineux que les idées que nous avons partagées aujourd'hui. Et à bientôt, mes meilleurs vœux. Merci. Au revoir.